Bonsoir à toutes et à tous. Tu as une barbe trop longue, tu vas en camp. Tu as un Coran dans ton sac, tu vas en camp. Tu es pris en train de prier, tu vas en camp. Tu envoies des vœux sur Internet pour une fête religieuse musulmane, tu vas en camp. Et même si tu ne fais pas tout cela, même si tu as un enfant, on te sépare de ta famille et on t'incite à dénoncer tes parents. Et même si tu es mort, on va te chercher dans ta tombe, on retourne ton cimetière et on fait un parc d'attractions qui s'appelle la Cité Joyeuse au-dessus des tombes. C'est ça la politique chinoise aujourd'hui dans le Xinjiang. C'est l'effacement d'un peuple, ça a été dit, au nom de la lutte antiterroriste. Et c'est vrai qu'au début, quand on a commencé à essayer d'alerter l'opinion sur les Ouïghours, on nous avait rétorqué que, vous savez, c'est quand même une lutte contre le terrorisme, contre le djihadisme. Et moi, pourquoi je n'ai pas cru à ça? C'est que j'avais l'expérience. Par exemple, chez moi, quand j'étais adolescent, il y avait des Tchétchènes qui venaient trouver refuge dans mon appartement. Et ces gens-là qui étaient considérés comme des terroristes et qui étaient des femmes et des hommes, tout ce qu'il y avait de plus démocratique, eh bien déjà étaient exterminés sous prétexte de la lutte contre le terrorisme. Et donc j'avais l'impression, comme ça, en rencontrant dans mon bureau à Bruxelles des Ouïghours, des militants ouïghours, de revivre cet éternel kidnapping en fait de la lutte antiterroriste par les régimes autoritaires pour effacer des religions, effacer des peuples. Mais les grands crimes, pour avoir lieu, ont besoin d'immenses silences. Et là, on peut dire que les Ouïghours sont tombés dans un trou noir. Trou noir en Chine, on l'a dit, puisque ces camps sont en dehors de toute légalité chinoise. Ils violent la constitution chinoise. Mais trou noir dans le monde. Silence dans le monde entier. Et ce silence tue. Silence des démocraties occidentales jusqu'à très récemment. Ça fait 2 ans qu'il y a ces camps. Et on commence tout juste, en particulier aux États-Unis, à avoir des condamnations réelles. Mais silence au pays des droits de l'homme. On a un président de la République qui a fait une visite en Chine, qui a trinqué avec le premier chinois, qui est resté là-bas plusieurs journées. Et à quel moment a-t-il prononcé ce mot Ouïghour? À aucun moment, dans aucun discours public. Alors je sais, il y avait des contrats à signer. Mais enfin, les droits de l'homme, c'est censé être quand même l'origine philosophique de la République française, non? Eh bien non. Mais moi je propose que dans ce cas-là, on peut aussi réécrire la déclaration des droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, sauf s'ils sont les sujets de gouvernement avec lesquels nous voulons signer des contrats. Ce serait plus honnête dans notre présentation de nous-mêmes vis-à-vis du monde. Et donc pas un mot de notre président, mais pas un mot des autres dirigeants européens non plus. Pas un mot silence, mais silence aussi dans les organisations de gauche, dans les organisations des partis politiques d'opposition. Qui s'est emparé de cette cause? Qui a posé des questions? Elles sont où les manifestations de solidarité? Elle est où la solidarité, je sais pas moi, des citoyennes et des citoyens? Les manifestations, les places occupées, les sit-ins devant l'ambassade de Chine, c'est où ça? Nulle part. Silence, donc. Silence aussi dans les pays musulmans. Les États musulmans qui, prétendent défendre cette religion. Regardez la liste des pays qui soutiennent officiellement la politique chinoise dans le Xinjiang. Ça va de Algérie à Pakistan. Et ces États, que font-ils? Pourquoi? Aussi, la même raison. Contrat. Et donc, il y a un silence général. Et c'est ce silence-là qui permet les atrocités dont on a eu le témoignage. Et c'est ce silence-là qu'il faut briser aujourd'hui. Ça ne viendra pas spontanément des dirigeants. Il faut que ça vienne de nous. Il faut que ça vienne de la société civile. Il faut que Emmanuel Macron, quand il rencontre un dirigeant chinois, il sache que
ces citoyens, ces électeurs, ces électrices veulent qu'il lui parle des camps, qu'il lui parle des Ouïghours. Sinon, il ne le fera pas spontanément. Parce que la réaction sera violente. Et il y a toujours cet argument qui est de dire, mais vous avez vu la puissance chinoise, cet empire, que pouvons-nous faire, nous? Nous dépendons d'eux pour nos cadeaux de Noël. Nous dépendons d'eux pour construire des infrastructures. Nous avons même, pas en France, mais dans d'autres pays européens, vendu des ports, comme en Grèce, comme c'était le projet de Salvini en Italie, aux autorités chinoises et aux entreprises chinoises. Mais là, on touche quelque chose qui est incroyable. On nous a expliqué, à la chute du mur de Berlin, que la mondialisation économique, ça allait être la mondialisation des droits. Et que la démocratie allait se répandre un peu partout. Et aujourd'hui, précisément parce qu'il y a cette mondialisation, on nous explique qu'on ne peut même plus protester contre les Chinois, parce qu'on est trop liés à eux économiquement. Et donc on se condamne à quoi? À être des vassaux? À être des esclaves? À être des serpillères? Toute notre vie? À être des courtisanes à qui on balance des milliards de dollars en échange de l'abandon de leurs principes? C'est ça notre destin? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que être solidaire des Ouïghours, c'est pas simplement un devoir d'être humain, c'est aussi se soucier de son propre avenir. Parce que ce qui se passe en Chine aujourd'hui vis-à-vis des Ouïghours, c'est pas une réminiscence du passé, c'est un modèle d'avenir. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Les nouvelles technologies sont utilisées pour cette répression. Les systèmes de reconnaissance faciale sont utilisés pour cette répression. Et ce qui est mis en place là, c'est un modèle de contrôle des populations qui peut se répandre et qui va se répandre. La Chine, ce qu'elle est en train de mettre en place, le Parti communiste chinois, c'est un modèle alternatif aux démocraties et qui marche. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de, via l'influence des contrats chinois, mais aussi via l'influence d'une idéologie antidémocratique, de se convertir à ce type de modèle. Et si on ne réagit pas maintenant, si on ne proteste pas maintenant, alors que le rapport de force est encore en notre faveur, parce que, vous savez, quand on dit on dépend trop des Chinois, mais ils dépendent complètement de nous aussi, on est, à l'échelle européenne, le premier marché au monde. Sans le débouché du marché européen, les entreprises font faillite des pays producteurs. Et donc on est encore en position où on peut faire pression, où on peut protester, où on peut s'indigner, où on peut exercer une politique, enfin ce qui s'appelle la politique, c'est-à-dire où on peut avoir des arguments de poids dans un rapport de force. Mais plus tard, on ne pourra plus. Et si on ne contrôle pas maintenant l'émergence de ce monstre, eh bien on le payera nous-mêmes plus tard. Donc défendre aujourd'hui les Ouïghours, c'est un devoir humain, mais c'est aussi se soucier de notre propre avenir. Dans 15-20 ans, quand la Chine aura vu qu'elle peut faire ça sans aucune protestation internationale, sans aucune conséquence, elle va pas s'arrêter. Elle va continuer. Et elle va progresser en Asie centrale, on le voit déjà. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui comprendre, c'est que c'est notre intérêt, pas simplement notre humanisme qui doit nous guider. Elle l'a fait pour le Tibet. Elle l'a fait pour le Tibet. Elle l'a fait pour le Tibet, elle le fait pour les Ouïghours, mais elle peut continuer avec d'autres peuples après. Et ne pas comprendre cela, c'est être non seulement inhumain, mais c'est en plus être aveugle à ses propres intérêts. Et donc il faut qu'on montre qu'il y a une opinion publique qui se mobilise sur cette question. Il faut qu'on arrive ensemble à briser ce silence. Et pour briser ce silence, eh bien, il faut alerter nos élus. Vous avez des élections municipales qui arrivent. Des villes chinoises, ou des entreprises chinoises, ou l'État chinois ont des relations avec ces villes, vos villes, nos villes. Eh bien, il faut faire pression sur les candidats, il faut faire pression sur les élus, en leur disant que tant qu'il y a ce camp, il faut dénoncer les accords de coopération avec les villes chinoises, avec l'État chinois.
il faut continuer, il faut aussi faire pression sur les entreprises. On va publier la liste des entreprises européennes qui sont établies dans le Xinjiang. Il faut faire pression sur ces entreprises européennes pour qu'elles se retirent. Vous savez, j'ai parlé avec des manifestants de Hong Kong et ils nous expliquent que la police de Hong Kong qui réprimait les manifestants, elle le faisait avec un matériel qui venait d'où? De chez nous. Et donc, il faut faire pression sur ces entreprises qui fournissent du matériel de répression. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une interdiction faite aux entreprises américaines de participer, par exemple, au système de reconnaissance faciale en Chine. Pourquoi pas ça en Europe? Au nom de quoi on tolère que des entreprises européennes participent à cette horreur? Donc il faut faire pression sur nos entreprises. Et enfin, il va falloir quand même qu'on arrive à créer un mouvement qui fasse pression sur le président de la République, qu'on ne se tape plus cette honte ultime de voir notre président, qui nous représente, quoi qu'on pense de lui, passer ses journées en Chine à trinquer avec un président chinois et à aucun moment mentionner ce qui est aujourd'hui eh bien, le plus grand internement de masse au monde. Et faire cela, c'est être fidèle à notre France, à nos principes, pas à la France de Zemmour ou de Le Pen, mais à la France que nous on aime. Enfin, la France qui a proclamé que les hommes naissaient libres et égaux en droit, et qui 2 siècles plus tard rajoutait les femmes aussi. Mais et qui bientôt dira et même les Noirs et les Arabes. Mais non, mais c'est cette France-là qu'il faut défendre. C'est cette France qui a des principes. Et pour ça, il faut la faire vivre. Et cette France qui a des principes, si elle ne dit rien sur les Ouïghours, alors elle est morte. On est mort. C'est aujourd'hui la plus grande violation des droits humains sur cette terre. Et ce qui, moi, m'horrifie, c'est à quel point le côté massif de ce crime correspond au côté massif de l'indifférence. Et donc, c'est à nous, en fait, de briser cette indifférence. Et aujourd'hui, on a les outils pour le faire. Je veux dire, chacun, de manière isolée, peut se sentir impuissant face à un drame pareil. C'est pas le député européen de place publique qui va faire céder l'empire chinois. C'est pas non plus une citoyenne ou un citoyen dans sa ville qui va faire céder ou évoluer la position d'Emmanuel Macron. Mais par contre, tous ensemble, si on crée un mouvement d'opinion, si on montre que pour nous ça compte, eh bien alors notre avis commencera à compter. Et donc il faut vraiment que, eh bien, pendant toute l'année prochaine, on arrive partout en France à faire des événements comme celui-ci, en plus grand, en plus massif encore, et que partout, en fait, les gens qui veulent faire de la politique, qui veulent être nos représentants, eh bien, entendent nos voix les alerter sur les Ouïghours, entendent nos voix les alerter sur les camps, entendent nos voix, eh bien, les obliger, en fait, à agir. Et encore une fois, ça peut aller de l'échelle locale, dans des accords de coopération, à l'échelle pan-européenne. Et donc la semaine prochaine, on va déposer au Parlement européen une résolution qui condamne les camps, qui exhorte les États européens, parce que ça on n'en a pas encore parlé beaucoup, mais les États européens à protéger les Ouïghours qui sont en Europe, parce que le harcèlement, eh bien, il continue jusque chez nous. Les coups de téléphone, les convocations à l'ambassade, les colis suspects qui sont reçus, les pressions qui sont exercées sur les familles pour que ceux qui vivent ici restent silencieux, et même par voie de malfrats interposés, des agressions qui sont téléguidées en réalité par le Parti communiste chinois. Eh bien tout cela, il faut que ça cesse, parce que sinon on se fait encore une fois marcher dessus. Et je pense que personne ici n'a envie eh bien, que l'Europe devienne un terrain de jeu pour des puissances autoritaires comme la Chine ou la Russie. Là, dernièrement, à Berlin, en pleine rue, un Tchétchène s'est fait tirer une balle dans la tête, et il y a quoi comme conséquence? Alors que les autorités allemandes ont dit que c'était lié au FSB.
au KGB russe. Aucune conséquence. Donc, encore une fois, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que cette solidarité vis-à-vis d'un peuple qui est en train de se faire effacer de la surface du globe, c'est une solidarité envers l'autre, mais c'est aussi un souci de nous-mêmes, de ce pourquoi on veut exister en tant que France ou en tant qu'Europe. Si on veut juste être un continent de consommateurs, on peut continuer. Mais franchement, la démocratie, chez nous, pas seulement en Chine, chez nous, alors finira par disparaître. Si on veut être un continent de citoyennes et de citoyens, si on veut respecter les principes qui sont inscrits en grand sur les frontons de nos mairies, eh bien il est temps, il est plus que temps qu'on se réveille et qu'on se mobilise. Donc voilà, quand on a lancé nos premiers appels, on a été surpris et heureusement surpris en fait par le nombre de gens, en particulier des jeunes, qui partageaient leur indignation, qui partageaient les messages, les vidéos, qui en fait faisaient de la politique sans prendre des cartes de parti, juste en exprimant leurs idées, par solidarité avec des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés de leur vie. Donc il y a cette France humaniste, elle existe. Simplement maintenant il faut la structurer, il faut la mobiliser sur une cause précise. Il ne s'agit pas, on ne pensera pas les mêmes choses sur tout un tas d'autres sujets. C'est pas la question là. La question c'est juste sur cette cause, pour aider ce peuple, pour aider ces gens qui sont littéralement effacés de la surface de la Terre, eh bien on se rassemble et on se montre. On montre qu'on peut être nombreux. On montre qu'on peut être nombreux dans tout type de quartier. Dans les banlieues, dans les centres-villes, en zone périurbaine, partout. Et même si c'est des rassemblements, au début il y a 10 personnes, c'est pas grave. Il y aura 10 personnes qui montreront leur solidarité avec les Ouïghours dans des villes qui sont à des milliers de kilomètres des camps chinois. Donc, chacun ici, parce qu'on n'aura pas l'argent de la Chine pour faire ça, on n'aura l'argent d'aucun pays pour faire ça, on n'aura même pas la France officielle qui nous soutiendra, parce que ce sera un caillou dans leurs chaussures. Mais chacun d'entre nous, on peut faire des petites choses et ensuite les diffuser. Par contre, nous, ce qu'on pourra faire, c'est relayer toutes vos initiatives, les coordonner, relayer toutes vos initiatives et leur donner un impact démultiplié en les mettant sur les réseaux et en misant sur cette solidarité qui est en train de naître vis-à-vis des Ouïghours de Chine. Voilà, et donc pour moi, ma raison en fait, au-delà de sentiments humanistes, ma raison personnelle, c'est que j'avais fait une promesse à un vieil homme mourant qui m'avait dit, la veille de sa mort, enfin il est mort dans la nuit qui suivait, il m'avait dit, en fait, dans ton existence, tu peux être de gauche, de droite, faire ce que tu veux de ta conscience politique, c'est pas mon sujet. Mais la seule chose, c'est qu'il faut savoir se battre pour les causes que tous les autres pensent perdues. Cet homme qui allait mourir, il a passé 15 ans de sa vie à se battre pour les Tchétchènes alors que la terre entière s'en foutait et traitait de terroriste. Et cet homme qui est mort, c'était mon père. Et je lui ai promis que ma vie serait guidée par ces causes-là. Ces causes que peu d'autres défendent. Et je compte bien rester fidèle à cette promesse. Et voilà, je pense qu'on juge de nos engagements respectifs les uns les autres, à notre capacité en fait à s'effacer derrière des causes qui sont plus grandes que nous. Et là, si vous m'en croyez, on a vraiment une cause qui est immense, précisément parce qu'elle est abandonnée de tout le monde. Donc, on fait de 2020 une grande surprise qui est la naissance d'un immense courant de solidarité avec ce peuple qui est aujourd'hui déporté, opprimé, effacé dans le silence le plus complet, simplement parce qu'il a la religion qu'il ne faut pas, la langue qu'il ne faut pas, l'identité ethnique qu'il ne faut pas. Et nous, on veut construire un monde où justement, en fait, on a le droit de se balader avec un Coran,
On a le droit de croire ou de ne pas croire. On veut construire une société qui exclut ce type de comportement. Et donc, si on n'arrive pas à faire une mobilisation sur cette cause-là, on perdra aussi tous les autres combats. Donc voilà, il faut qu'on se serre les coudes, qu'on fasse de 2020 l'année de la solidarité avec les Ouïghours et l'année du combat contre cette politique criminelle. Et qu'on ne se laisse pas impressionner par les arguments de type lutte antiterroriste. Parce que qu'est-ce que c'est que le terrorisme? Le terrorisme, c'est, via une action particulièrement violente, inspirer la terreur dans le reste d'une population. Alors, qui est terroriste aujourd'hui au Xinjiang? Qui est terroriste? Les Ouïghours ou le gouvernement chinois qui parquent plus d'1 million de personnes dans des camps, qui violent des femmes publiquement pour effrayer les autres, qui cherchent des textes sacrés dans les parties génitales, comme ça vient d'être dit? Qui est terroriste? Les terroristes au Xinjiang, c'est le gouvernement chinois. Bravo! Et donc lutter contre le terrorisme, c'est lutter contre le parti communiste chinois. Voilà. Donc, soyons solidaires et montrons que cette France humaniste n'est pas morte et qu'elle vit encore et qu'elle peut même renaître à travers l'aide apportée aux Ouïghours de Chine. Et merci beaucoup d'être venus.